Allô? Tiens, c'est quoi ce bruit? Et là? Ouais. On va faire un test. Bonjour à tous, bienvenue sur videobourse.fr pour le live de ce mercredi 3 avril 2013. Je vous demande si c'est ok au niveau du son et de l'image. Et on va commencer tout de suite, je vais voir le chat. Je suis toujours un biais vendeur sur le DAX. Et actuellement, on est dans un range, dans une zone que l'on travaille pas mal à court terme. On le voit ici en M15. Donc là, on est dans une zone de distribution et d'attraction des cours. Ni correction, ni poursuite de mouvement. De la consolidation, on est sorti du canal haussier dans lequel on était. Voilà, j'attends la confirmation pour le son et l'image et on va commencer ensuite. Ok, merci Phil. Ouais, effectivement, je suis en retard, désolé. Donc, actuellement, j'ai 121 € de perte, toujours les 4 micro-lots que j'ai laissé courir hier. Et aujourd'hui, bah, honnêtement, il s'est pas passé grand-chose. Hein. Comme je disais, on est resté dans la zone de concentration. Donc pour le moment, voilà, on va aller voir ce qui se dit des autres côtés. Salut, sur Mumble, ça va? Salut. Alors, ça trade un peu Salut, aujourd'hui? salut. Moi je suis short cap Short cac? à 3806. Ok, moi je fais toujours mon short de 4 micro-lots sur DAX d'hier. Ça bouge pas beaucoup pour le moment les marchés là, j'ai l'impression. Non, malgré des nouvelles mauvaises aux États-Unis. Ouais, qu'est-ce qu'il y a eu comme mauvaise nouvelle? Mauvais chiffres, taux d'emploi non agricole. Attendu à 200 000 et on les a eu à 158 000. Non, 200 000 c'était le. Pardon, 200 000 c'était. Oui, c'était le prévu. Et il est tombé à 158 000 et précédent 237 000. Ok, effectivement pour le moment ça réagit un peu mais c'est assez léger. On va attendre l'ouverture. Le marché semble se concentrer uniquement sur les bonnes choses. Pour le moment il absorbe les mauvaises choses a priori sans rechigner, en tout cas le marché américain. Le marché européen c'est un peu plus mitigé si on prend sur les derniers jours. Rodol lui stagne maintenant, ça fait quelques jours. L'argent il corrige un peu son mouvement de forte baisse d'hier là.
Alors, Crédit qui disait comment retirer un câble Ethernet récalcitrant de la prise de son ordinateur portable. Help. Je pourrais pas trop t'aider, Crédit, là. Alors, Phil qui disait mon scénario de hier sur une hausse du silver prend forme. On va aller voir ça. Effectivement, hier, il proposait ce scénario. Et donc, on devait descendre jusqu'à 27,15. Et hier, concrètement, on est descendu jusqu'à un peu plus bas que 27,15. On est descendu jusqu'à 26,91,5. Et donc là, on revient à 27,20. Qu'est-ce qu'il y a à 23 à 20h, pardon. Salut PGSP. 16h, indice de non-fabrication ISM. Ouais, on verra. Chiffre Mouret pour les indices et le dollar. 104. Ok, ça on avait vu. Ouais, salut Mathieu. Salut ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. X-Trade, toi, t'as pris des trades aujourd'hui? Non, pas de trade. Ok. Bon, on va prendre contact avec l'information. Alors il y avait le point. Bien sûr l'affaire Cahuzac en France hein, par rapport à la finance. Écoutez le point. Dans un premier temps de... à la mi-séance, boursier.com, on écoute ça tout de suite. Les prises de bénéfices pèsent toujours sur le CAC 40 ce midi au lendemain de son rebond de 2%. Le secteur télécom est à la peine ce midi après le démenti apporté par Verizon Communication aux rumeurs lui prêtant un intérêt pour Vodafone. Les titres Bouygues et Vivendi cèdent chacun près de 1%. Lanterne rouge du CAC 40, France Télécom chute de 3,6%, pénalisée aussi par une recommandation à la vente de la part d'UBS. CNP Assurance cède également du terrain. La de la marge du 2 avril 2013. Ouais, celle d'hier, ouais. Apparemment, il y a une banque italienne qui a capoté. Je sais plus. Monti, je sais pas quoi là. Bon, j'ai pas le souvenir d'une banque en particulier par rapport à l'Italie. C'est maintenant vous tiltez. Comment? Ah, je dis que c'est maintenant que tu remarques, en fait, il y a une banque italienne qui a perdu un tiers de ses fonds propres, quoi. Ah ouais? C'est quoi la banque italienne? Monte di Pito, je sais trop quoi, c'est la banque de Monte, une banque dans le nord de l'Italie. Faut monter, taper dans Google, banque italienne. Et c'est récent ça? Ça a été publié il y a quelques jours? Apparemment, il y a 1 ou 2 semaines. Ok, c'était une grosse banque là-bas? Je sais pas, je la connais pas. Faut regarder dans son bilan.
restructuration bancaire en cours à Chypre aura un impact inférieur à 5 millions d'euros sur son résultat net. Plus de 13 milliards en fonds propres. Faut que je retrouve ça. CAC 40 toujours porté par un gros contrat remporté hier en Russie. Notre gros plan ce midi sur EADS, après avoir confirmé hier que le centre de gravité opérationnel du groupe se déplace vers Toulouse, le nouveau conseil d'administration a tenu hier sa première réunion formelle en élisant l'ancien patron de Thales, Denis Rank, à sa présidence et en confirmant Tom Enders au poste de président exécutif. Et comme prévu, le conseil a aussi soutenu le principe d'un programme de rachat d'actions qui sera plafonné à 3 milliards. Le lien de la banque, c'est Monte dei Paschi di Siena, c'est la plus ancienne banque d'Italie. Elle était déjà dans la panade au mois de janvier. Ouais, ben il va falloir les renflouer. De toute façon, c'est des dettes des pays, enfin voilà, des actifs pourris. Enfin, voilà, hein, c'est les dominos et châteaux de cartes qui commencent à tomber. Hein. De toute façon, Chypre, c'est que le commencement. Hein, voilà. Ah, puis il y a nos assurances aussi, AXA, troisième actionnaire. Ah ben ouais, ça va faire comme AIG là aux États-Unis, sauf qu'on va voir ça en Europe. Et c'était dû à quoi cette perte de 1/3 des fonds propres là? Une affaire en particulier ou c'était plusieurs choses? Apparemment, ils accumulaient pas mal de CDS. Sauf que comme ils sont pas solvables, bah voilà. Après, il faudra regarder dans le détail pour savoir si c'est bien ça ou pas. T'as des problèmes de produits dérivés, acquisitions surpayées, et puis t'as près d'1 milliard qui ont été camouflés, on va dire. Je viens de mettre un lien sur un article de Les Échos qui explique très rapidement ce qui se passe. Ok, merci, je regarderai ça après. 10,9% de la capitalisation du groupe. Voilà, c'est la fin de ce flash. Vous avez rendez-vous à 18 h pour le point de clôture. Désolé. Donc, peu de mouvement sur les marchés aujourd'hui pour l'instant. Je viens de rentrer vendeur sur l'euro-dollar. Ouais, sur quels critères? On vient de toucher donc le haut de la fourchette d'Andrew. Et il y a une tête-épaule qui vient de, il y a une ETE qui vient de se créer en 5 minutes sur la paire Eurodol. Donc voilà quoi. Fourchette d'Andrew en 30 minutes, tête-épaule en 5 minutes. C'est un bon endroit pour shorter pour moi. Voilà. Ok. Alors l'article concernant l'affaire de Monte dei Paschi là. Le scandale qui fait trembler les partis italiens en révélant les failles béantes de la gouvernance de la troisième banque italienne en pleine campagne. Le scandale MPS menace de doper le vote protestataire aux élections du 24 février. Pire que Parmalat, arrivé tôt le matin sur place du vénérable palais Salimbeni, le siège de la plus vieille banque du monde, fondée en 1472 à Sienne, Beppe Grillo secoue sa lourde crinière blanche en signe de d'écœurement. En bon animal populiste, le leader du mouvement 5 Stelle, 5 étoiles, un des 6 candidats aux élections du 24 février, a flairé un juteux filon. Pour qu'une truffe toscane, plus qu'une truffe toscane, une véritable truffa, escroquerie à l'échelle nationale, voire plus. Il n'est pas le seul. Le candidat de Révolution civile,
Le juge antimafia Antonio Ingroia y hume aussi une odeur de commission occulte. L'évidence éclatante d'une anomalie de système, pour preuve, le scandale MPS, monté des Pacci di Siena, a déjà coûté sa tête au patron de la puissante association bancaire italienne ABI, Giuseppe Mussari, ancien président de la troisième banque italienne jusqu'en 2010, et ce n'est qu'un début. Ils ont payé... Putain, c'est écrit tout petit, je comprends pas pourquoi ils écrivent si petit. Ils ont payé Anton Veneta à un prix ridicule, NDLR 10,3 milliards d'euros. Même chez Santander, le vendeur, ils n'y en croyaient pas leurs oreilles. Confie un banquier d'affaires en riant sous le sceau de l'anonymat. De fait, depuis que le scandale a éclaté au grand jour avec la révélation par Il Fatto Quotidiano de la mystérieuse opération Alexandria de maquillage de comptes concocté avec l'appui de Nomura, la presse italienne n'en finit pas d'égrener une série de manipulations douteuses destinées à masquer les conséquences d'une acquisition largement surpayée. Depuis, non seulement ils ont très mal géré, mais ils ont menti systématiquement sur une série d'opérations, confirme un ancien conseiller du groupe. À en juger par les révélations distillées par les enquêteurs, la liste est impressionnante. Non-comptabilisation de contrats sur dérivés au nom exotique, Patagonia, Alexandria, Santorini, Nota Italia, tantôt conclu avec Dresdner Bank, puis Nomura, puis Deutsche Bank, en vue de reporter des pertes sur titres exotiques en échangeant des CDO contre des BTP, bons du trésor, à 30 ans. Atypique émission de titres convertibles fresh, Floating Rate Equity Linked, Subordinated Hybrid Preferred Securities de 1 milliard d'euros, garantie en 2008 par JP Morgan, en vue de transformer la dette en capital. La finance créative bat son plein sous la gestion de l'ex-patron de MPS, Giuseppe Mussari, et de son numéro 2, Antonio Vini. Les juges de Sienne enquêtent aussi sur le versement éventuel de 2 milliards d'euros de commissions suspectes qui auraient transité par des filiales de Santander à Londres, sans compter l'intervention de l'ancien patron de l'IOR, Instituto per le Opere di Religione, Ettore Gotti Tedeschi, l'ancien patron de Santander Italie, brusquement débarqué de la Banque du Vatican il y a 8 mois. Malgré les réassurances du ministre du Trésor, Vittorio Grilli, sur la vigilance continue et attentive de la Banque d'Italie depuis 2010, sous les mandats successifs de Mario Draghi et d'Ignazio Visco, tous les ingrédients d'un scandale politico-financier à l'italienne semblent réunis. Compte truqué, erreur manifeste de gestion et sévérité tardive de la Banque d'Italie, qui avait pourtant émis des avis partiellement défavorables sur sa gestion dès 2010. La débandade de MPS sous le règne de l'ancien avocat d'origine calabraise, Giuseppe Mussari, donne le vertige. La liste des questions est longue. Comment la banque Santander d'Emilio Botin a-t-elle pu revendre en 2007 à MPS pour 10,2 milliards d'euros une banque régionale italienne acquise pour 6,3 milliards d'euros à peine 2 mois plus tôt, en balayant ainsi l'offre concurrente de 7 milliards d'euros de BNP Paribas? Y avait-il un pacte secret entre l'acquéreur et le vendeur pour transférer, avec l'aide de JP Morgan, une partie du prix de la vente à la filiale ABI National de Santander à Londres pour bénéficier ensuite du bouclier fiscal italien? Pourquoi les nouveaux dirigeants de MPS ont-ils attendu plusieurs mois pour ouvrir en octobre 2012 le coffre-fort contenant les fameux contrats litigieux non déclarés? Le Dexia italien. Tiens, alors sur le Rodol, on a tendance à baisser un petit peu là, donc ça va être bien pour Jeff. Donc la situation est sous contrôle, assure aujourd'hui d'un seul élan le nouveau président de MPS, Alessandro Profumo, ex-Unicredit, nommé en avril 2012, et son administrateur délégué Fabrizio Viola,
arrivé 3 mois plus tôt après le limogeage de l'ancienne direction sur demande express de la Banque d'Italie. Mais l'ancien numéro 1 d'Unicredit ne cache pas non plus qu'il rêve d'un partenaire financier à long terme pour se substituer à la fondation de Sienne, pour principal actionnaire à 35%, dont le patrimoine a fondu de 13 à 1,5 milliard d'euros en 7 ans. La fondation s'est déjà déclarée prête à vendre 10% de fonds souverains du Qatar et BNP Paribas, déjà propriétaires, sont cités comme les investisseurs potentiels, mais tout chevalier blanc y regardera à 2 fois avant de mettre un pied à Sienne. Beaucoup de bruit pour un incendie somme toute limité. La justice enquête et connaîtra le 10 février un premier état des dégâts dans le bilan de la banque. Une chose est sûre, la fondation Exchange ne jouera pas très longtemps son rôle d'actionnaire de référence. La troisième banque italienne devra choisir rapidement entre l'ouverture du capital ou le démantèlement. Cela ne remet pas en cause la solidité reconnue du système bancaire italien, a affirmé mardi dernier Vittorio Grilli devant le Parlement. C'est un scandale de gouvernance. C'est le Dexia italien, mais cela ne veut pas dire que la solidité du secteur soit ébranlée. Salut, confirme un bon connaisseur du dossier. Il est en positif là aujourd'hui sur l'USD Japan. Ok, t'as quoi? T'as une position comment? Short. Bah là au pire je gagne 0,1 d'assuré. D'accord, t'étais rentré à combien? Je suis rentré à... Attends, que je regarde... 93 374. Ok, donc là t'as une vingtaine de points de profit là. Pour l'instant, ouais, mais assuré, j'ai 0,1 point de profit. D'accord, ok. Après, bon, si ça continue à descendre, tant mieux, quoi. Et donc, t'as un objectif précis ou pas? Non, que ça remonte au stop. Tant que ça baisse, en fait, ça va modifier mon stop, qui est en positif maintenant. Et si ça vendra à la remontée, quoi. Ouais, et donc c'est quoi le prochain palier pour modifier ton stop suiveur? C'est tous les 0,05. Je vous dirai quand ça modifie encore. Enfin, si je me fais pas stopper avant, quoi. Okay. Par contre, j'ai vu, il y a eu un petit bug, mon stop il est trop faible, donc je vais le monter à 0,4. Alors, je continue à lire l'article. C'était comme des investisseurs potentiels, mais je s'en avais vu. C'est un scandale de gouvernance, c'est le Dexia italien, mais cela ne veut pas dire que la solidité du secteur soit ébranlée. Confirme en bon connaisseur du dossier, il ne cache pas néanmoins la série de mensonges, la manipulation de bilan et les erreurs de jugement systématiques de l'ancienne gestion qui a notamment consenti des avantages exorbitants à AXA, actionnaire à 3,7% de MPS, dans la banque assurance, ou à Celesidra dans la gestion d'actifs. Tout juste y voit-il une nationalisation provisoire de fait de la banque avec son renflouement par l'État à hauteur de 3,9 milliards d'euros. On est plus proche de l'affaire Kerviel que d'UBS ou de Dexia, nuance un consultant bancaire. L'embarras du Parti démocrate. À qui profite le crime? A priori, compte tenu de ses solides liens historiques avec la Monte dei Paschi di Siena, longtemps considéré comme la banque rouge par excellence, le Parti démocrate est le premier visé. Bien calé dans son fauteuil, le secrétaire national et chef de coalition en titre au siège du Parti démocrate à Rome, Pierluigi Bersani, affiche pourtant une relative sérénité. C'est un cas isolé. Le parti et la banque son métier de banque. Assure encore le candidat favori aux élections législatives du 24 février, c'est écrit avant le 24 février, en tirant tranquillement sur son traditionnel cigare toscan. De fait, tous les partis ont bénéficié des largesses locales des diverses fondations bancaires aux gouvernances atypiques.
Alors attention, il faudra que tu mettes une touche pour parler, sinon on entend tous les bruits qui se passent chez toi. Ouais, excuse-moi. Pas de problème. Seul Silvio Berlusconi est resté singulièrement discret sur la déroute de la banque siennoise. Il est vrai que le Cavaliere a longtemps été l'un des principaux clients de MPS, bien avant d'entrer en politique, et certains se plaisent même à rappeler que les Zolgetine, les fameuses soubrettes milanaises invitées au parti fine, étaient encore récemment rémunérées sur des comptes de la Banque de Sienne. En dépit de toutes ces étrangetés, le scandale MPS aurait-il été opportunément monté en mayonnaise? Fin observateur de la vie politique italienne, le fondateur de la Repubblica, Eugenio Scalfari, n'est pas loin de le penser. Il y voit même l'influence discrète de l'ex-ministre de l'économie de Silvio Berlusconi, Giulio Tremonti, artisan d'une réforme discutable des fondations bancaires, en vue de tenter de discréditer Mario Draghi, ancien gouverneur de la Banque d'Italie, à l'époque du rachat d'Antone Veneta par MPS et de rogner par la même occasion l'avance du centre-gauche dans les sondages. Mais ni le professeur ni le Cavaliere ne sont à l'abri des retombées d'un scandale à rebondissement qui jette une ombre sur la réputation d'un secteur bancaire plus fiable que prévu. Le système siennois n'est pas une exception au sein de l'univers des fondations bancaires. C'est un exemple typique de ces plateformes qui faisaient marcher l'économie locale avec la participation active des partis, affirme Francesco Tabani, consultant de SIA Partenaires. En théorie, tous les partis traditionnels sont visés car ils ont tous cautionné cet humus de relations incestueuses entre politique et locale et affaires au cœur du système des fondations. Quelles que soient ces retombées judiciaires, nul doute que les scandales MPS risquent de doper le vote protestataire du 24 février. Je crains que cela ne soit pas un cas isolé, murmure déjà l'ex-juge antimafia Antonio Ingroia, aujourd'hui entré en croisade contre les imprésentables. Avec l'appui du maire de Palerme, Leo Luca Orlando, quant à Beppe Grillo, il n'en finit pas de tempêter. Ils ont fait rentrer les Caïmans et ils se sont mangés la plus belle banque du monde. Voilà, c'est un article publié par Les Échos qui avait été publié le 4 février, donc il y a un moment maintenant, à propos de cette affaire. Je vous laisse le lien pour ceux que ça intéresse. C'est assez intéressant, désolé pour le temps que j'ai mis à lire. Ça ne peut pas être très agréable à entendre, mais c'est écrit en tout petit, donc j'ai du mal à me concentrer et à déchiffrer. Surtout que d'un autre œil, je guette un peu ce qui se passe sur les cours. Même si là, sur le DAX, en l'occurrence, il ne se passe pas grand-chose. Donc là, moi, sur le DAX, qu'est-ce que je vais faire? Si on repart haut, mais très... Enfin, pour l'instant, il n'y a eu aucun mouvement aujourd'hui. Bon, là, les 15h10, dans 20 minutes, ça va quand même bouger un minimum avec l'ouverture des marchés US, mais... Vous voyez, si on revient dans la zone des 7947, j'en profiterai pour shorter. Et puis, autrement, pas grand chose, franchement. On a des acheteurs qui maintiennent la position qu'ils ont atteint hier, sans poursuivre le mouvement, et pensant à de la distribution dans une zone assez restreinte, pour moi, dont les bandes sont à 7921 et 7947, avec des extensions qu'on a faites un peu en dessous, un peu au-dessus. Donc un peu au-dessus, on est monté jusqu'à 7955, on n'a eu que des ombres au-dessus des 7947. Et à la baisse, on est passé un peu en dessous ce matin, mais la grande majorité des échanges s'est faite au-dessus de ces 7921, on était descendu ce matin jusqu'à 7909. Donc c'est un peu plus mitigé à la baisse, un peu moins flagrant. Voilà ce qu'on peut dire. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien à dire, rien à faire, faut pas être pressé. Les marchés, quand ils doivent bouger, ils bougent, et quand ils ne bougent pas, ils ne bougent pas. Alors, c'est quoi la cible pour le silver de mon PGSP à Phil? 29,50 disait Phil. Oui, mais pas tout de suite. Merci Phil. Swing trading disait Phil. PGSP qui disait à 3 longs sur le silver. J'ai 3 longs sur le silver de 0,01. Ok, PGSP, c'est quoi tes différents points d'entrée là par rapport à ça? Par rapport à l'argent. Une interview de Olivier Delamarche. Ah, je suis dessus en plus.
que à partir du moment où on annonce des mauvaises nouvelles, même si c'est totalement objectif et que en effet ça se réalise, il est beaucoup plus pratique de faire l'autruche, beaucoup plus rassurant. Et aujourd'hui, on vit dans un déni généralisé avec des gens qui vous disent mais non, tout va très bien, parce que c'est beaucoup plus facile à entendre, parce que c'est beaucoup plus confortable, parce que ça bouscule pas les choses, et puis jusqu'au jour où ça va mal se passer, parce que ça se passera forcément mal, malheureusement. Aujourd'hui, il n'y a pas de sortie sans douleur. Quand vous faites une bêtise, vous la payez à un moment ou à un autre. Quand vous allez vous taper la cloche dans un grand restaurant et que vous bouffez comme un cochon, à la fin, on vous amène une addition. Il faut la régler. Et là, c'est exactement pareil. On a vécu à crédit pendant des années, on en a largement profité, on a eu de la croissance, tout allait très bien. Et puis maintenant, faut retomber sur terre, maintenant il faut régler l'addition. Alors je dis pas ça, je dis pas que c'est la fin du monde, c'est pas une question de survivalisme ou quoi que ce soit. Je dis pas aux gens qu'il faut s'enterrer dans un bunker avec un pistolet mitrailleur à la main, ça n'a rien à voir avec ça. Je dis simplement, on a fait un certain nombre de bêtises qui en plus ont été aggravées par des actions des banquiers centraux et des autorités économiques et politiques qui n'ont rien vu venir comme d'habitude et qui ont géré de la façon la plus mauvaise possible, et que donc il y a un moment où il va falloir payer l'addition, c'est tout ce que je dis, et que l'addition, plus on attend pour la payer, plus on repousse les échéances, plus on essaie de passer à côté, plus on aggrave la chose, et donc plus ça va faire mal, c'est tout. Alors après, c'est un discours que les gens n'aiment pas entendre parce que ça les dérange, dans la certitude très souvent. Certitude, je leur dirais simplement, lisez un tout petit peu, regardez ce qui s'est passé ailleurs, et vous en conclurez que, en effet, ça peut pas bien se passer. Voilà. Après, est-ce qu'il y a des solutions auxquelles on n'a pas pensé? Je suis pas certain, parce que malheureusement, on est arrivé à un tel point de non-retour, et c'est aujourd'hui général. C'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité d'avoir une référence historique, puisque ça ne s'est jamais passé à ces niveaux-là. Aujourd'hui, on navigue un peu à vue. La seule chose dont on est sûr, c'est que ça ne peut pas se régler sans douleur. Voilà. Alors après, que ça ne plaise pas, qu'il y ait des gens qui pensent que j'en profite, etc., ça les regarde. Souvent, leur argumentation est assez pauvre. Voilà, moi, quand je le dis, je n'ai pas grand chose à vendre. Je dis simplement, il y a un certain nombre de choses. Faut être factuel. Moi, je suis prêt à apporter tous les chiffres qui prouvent ce que je dis. J'ai pas de souci avec ça. Il faut être factuel, et quand il y a des choses qui mathématiquement ne peuvent pas revenir en arrière sans être soldées auparavant. Et donc vous êtes malheureusement obligé de prévoir certaines choses, et certaines choses qui vont pas être forcément drôles. À la planche à billets, normalement, vous aviez de la création monétaire qui était corrélée, si vous voulez, à la croissance mondiale. D'accord ? La croissance du commerce, etc. Donc on avait besoin, évidemment, de créer de la monnaie. Alors créer de la monnaie, c'est pas créer des billets, c'est des créances, c'est tout un tas de choses. C'est pas simplement des billets papier. Donc normalement, vous aviez une croissance mondiale qui était autour de 3 à 4, et vous aviez une croissance
de la masse monétaire mondiale, qui était aussi de 3/4, ce qui était normal. Aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous avez une croissance mondiale qui est plutôt proche de 0, et vous avez une croissance de la masse monétaire qui est plutôt autour de 17-18%. Donc on voit qu'il y a déjà un décalage qui colle plus. Si vous avez quelque chose qui n'est plus basé sur rien, de la monnaie papier, c'est quoi? C'est je vous prends une feuille de papier, je vous marque un chiffre dessus. Si vous avez confiance en moi, je vous ai marqué 100 €, ça vaut 100 €. Si le gars en face me vend des marchandises et qu'il croit dans ce billet, qu'il a confiance dans celui qui l'émet, ça vaut 100 €. Le jour où il n'a plus confiance, ça vaut quoi? Ça vaut 0. D'accord? Ça vaut 0 parce que ça vaut à peine le prix du papier. Si votre monnaie n'est plus basée sur rien, elle n'est plus basée sur l'or, elle n'est plus basée sur rien, ni sur la croissance, ni sur l'actif d'un pays, qu'est-ce que ça vaut? Rien. Le jour où les gens perdent confiance, le jour où je vous tends un billet et vous me dites « Ah ouais, mais non, mais ça vaut rien ton truc, je ne veux pas le prendre », à ce moment-là, il vaut 0. C'est exactement comme si demain, vous prenez tous les billets de votre jeu de Monopoly, c'est pareil, il y a un chiffre qui est marqué dessus. D'accord? Vous sortez, vous essayez de vous acheter une voiture avec. Si le type qui est en face de vous n'est pas un crétin total, il va vous dire « Monsieur, ce sont des billets de Monopoly, ça vaut rien ». Ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est qu'aujourd'hui, les billets en dollars, en yens et en euros sont des billets de Monopoly. Donc ça ne tient que jusqu'au jour où un pays ou un intervenant économique dit « Ah oui, mais moi je ne reconnais pas ce billet comme ayant une valeur de 100, 500 ou de 50 €. Moi je dis qu'il n'a pas de valeur. » À partir de ce moment-là, ça s'écroule. Donc ce système, c'était Voltaire qui disait ça au 18e, 1729, je crois, la phrase de Voltaire là-dessus, qui dit une monnaie basée sur la confiance envers celui qui l'émet, donc c'est ce qui aujourd'hui c'est ce qui est le cas, retournera invariablement à sa valeur d'origine qui est 0. Voilà. Donc aujourd'hui, on a encore confiance. Pour combien de temps? J'en sais rien. Mais il y a un moment, à force de créer quelque chose de rien, eh ben forcément, vous vous cassez la figure. Pourquoi est-ce que, on le voit bien avec le fameux jeu de Monopoly, c'est intéressant comme parallèle, parce que si le banquier vous redonne des sous, vous n'arrêtez jamais le jeu de Monopoly, par définition. Si à chaque fois que vous avez besoin de vous recaver, le banquier vous donne des sous, le jeu de Monopoly ne s'arrête jamais. Donc sur les matières premières, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que aujourd'hui, les politiques monétaires sont responsables d'une bonne partie de la hausse des matières premières, et notamment alimentaires. C'est-à-dire que ce qu'on a appelé les printemps arabes, ils ne sont pas venus comme ça. Les printemps arabes, c'est pas tout d'un coup des populations qui se sont aperçues qu'ils étaient dirigés par des dictatures. Ça faisait 40 ans qu'ils étaient dirigés par des dictatures, ils ne se sont pas réveillés tous ensemble le même jour. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en grande partie, d'ailleurs si vous regardez où ça a commencé souvent dans le sud du pays, et c'est des gens qui n'avaient rien à bouffer. Et pourquoi ils avaient rien à bouffer? Tout simplement parce que les prix des matières premières alimentaires avaient explosé. Et pourquoi il avait explosé? Et ça c'est intéressant, c'est parce que Monsieur Bernanke était là. Et, il suffit de regarder le nombre de contrats futurs sur les matières premières pour s'apercevoir que c'est en grande partie, en très grande partie, dû à la politique de M. Bernanke. Quand il a annoncé son premier quantitative easing, le nombre des contrats futurs sur matières premières a été multiplié par 1000.
Et sur le deuxième QE, ça a été multiplié par 10 000. Alors, moi, je veux bien que M. Bernanke nous dise que il est absolument pas responsable de la hausse des matières premières, mais enfin, quand même, il y a une curieuse coïncidence, si on peut appeler ça une coïncidence. Voilà. Donc, c'est vraiment il y a vraiment une liaison entre cette politique monétaire et la hausse des matières premières et aussi la hausse du prix du pétrole et donc de l'énergie. Donc il faudrait que ce monsieur arrête ces quantitative easing parce que ça va nous mener tranquillement à notre perte à tous. Les retraites, on n'en aura pas. Je crois que c'est clair. Les retraites, enfin, ça fait longtemps qu'on le sait. C'est pas une surprise. Il y en aura pas, mais si avec les retraités qui étaient touchés, ça serait encore bien. Mais malheureusement, tout le monde va trinquer. Pourquoi tout le monde va trinquer? Parce qu'il y a un moment où, malheureusement, vous ne pouvez plus vous permettre de payer des retraites par répartition, parce que vous avez plus de gens à la retraite que de gens qui travaillent. Donc l'équation, elle est assez vite faite. Hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que malheureusement, le système des retraites, il sautera. Vous savez qu'en plus, on avait fait un petit fonds de complément pour payer les retraites. Il a été bien investi par des gens, par l'élite de notre société. Il a été bien investi sur des actions. Et évidemment, ces actions, en 2008, elles ont pris un coup derrière la tête. En 2011, elles ont repris un coup derrière la tête. Et on n'est pas prêt de revoir les cours. Donc, on a commencé par perdre beaucoup d'argent là-dessus. Et je ne suis pas certain qu'il serve à quoi que ce soit, ce fonds. Donc voilà, vous êtes aujourd'hui, de toute façon, mais pas simplement, je vous dis, les retraités, tous les épargnants vont trinquer. Pourquoi on vous a remonté le taux du livret A? C'est pas pour vous donner de l'argent, c'est pas pour vous donner les 1,75% d'intérêt, c'est simplement parce que ça permet à l'État de nationaliser l'épargne. Alors, ils ont nationalisé l'épargne. Les Français, qui sont toujours contents qu'on s'occupe d'eux, se sont précipités dans le livret A. Et pourquoi on a fait ça? Tout simplement parce qu'en 2013, figurez-vous que c'est la France qui sera le plus gros émetteur de dette d'Europe et qu'il fallait bien trouver quelqu'un pour acheter ces foutus OAT. Et donc les obliques d'État. Ok, donc c'était un point intéressant, ça dure encore 20 minutes, donc on a regardé 13 minutes. Pour ceux qui s'intéressent, je vous laisse remettre le lien qui a été partagé par Phil. Toujours les bons tuyaux. Merci Phil pour le partage. Alors, sur le chat écrit, ça on avait vu. Ouais. 27.05.d, mon câble. Ouverture du marché US dans 4 minutes là. Pour l'instant c'est Atone en Europe, donc j'espère que ça va amener un peu de volatilité. Dans 2 minutes, non? Moi chez moi il est 15h26, chez toi il est quelle heure? 28. Bon, peu importe. 27.05, le point D de mon crabe. C'est un peu en retard, il me semble. 4. Pas grave. On va regarder ça. C'est le décalage horaire. Ouais. Ouais, c'est ça, 15h28 et 44 minutes. J'ai ajouté d'une minute. Il y a Bankia qui met en vente 500 biens immobiliers avec un rabais moyen de 46%. Ah ouais? Putain, ça vaut le coup moi je pense hein, d'aller en Espagne. Pour de l'immobilier. Ouais, c'est signe aussi qu'ils croient vraiment plus à la montée des prix aussi. Hein,
Oui, mais quand c'est ta résidence principale, tu t'en fous. Puisque de toute façon, même si ça baisse derrière, tu rachètes aussi moins cher. Donc, après, sauf si tu crois carrément à l'effondrement et à la guerre civile en Espagne. Hormis ça, tu fais forcément une bonne affaire, puisque tu payes vraiment beaucoup moins cher qu'en France. Donc, si t'as. Je sais pas, enfin. Après, c'est sûr que vivre dans un pays, c'est quelque chose, mais rapport qualité-prix, il n'y a pas photo, quoi. Parce que l'Espagne, c'est comme un beau pays, t'as accès à beaucoup de choses. Donc. Tout investissement, il y a un risque, ça faut jamais l'oublier. Bah, en termes de résidence principale, si tu restes après dans le même pays, non. Si le prix de l'immobilier baisse, de toute façon, l'autre maison que tu vas racheter, elle sera aussi basse. Non, mais bon, que Bankia vende ses biens, enfin, 500 biens immobiliers, je sais pas si sur le pourcentage combien ils en ont, quoi, mais c'est quand même signe qu'ils croient plus trop à la remontée des prix, quoi. Ouais, c'est sûr. Ou alors qu'ils doivent renflouer pour des raisons comptables, on sait pas. Des raisons de trésorerie. C'est clair que c'est le 46%, c'est énorme. Donc là, ouais, il y avait de la baisse, et donc il y avait des points de rachat pour Phil, c'est ce qui nous montrait que c'est figure harmonique. On pourrait retourner ensuite vers les 30,69, enfin lui il vise 29 et quelques, on verra ça. Merci Phil pour le partage toujours. Ça on avait vu. Merci Cible, short euro-dollar, 1,2835 des PGSP. Un Rodol qui bouge pas non plus, hein. Alors, on a vu Phil qui disait les traders professionnels gagnent leur vie grâce au trading des marchés en profitant de grosses portions des mouvements forts. S'ils ne parviennent pas à capturer la majorité de ces mouvements importants, ils ne resteront pas traders très longtemps. Alors on va aller voir ce qui se disait. Merci pour le partage Phil. Et donc c'était publié par Tilleriel Forex Trading Instructor. Paradoxe du trader professionnel résolu avec Ishimoku. Je vais lire en partie cet article qui est assez long sur Ishimoku juste derrière. Avant ça, on suit priorité à l'actualité. L'ouverture des marchés US avec ici un Dow Jones qui ouvre dans un premier temps en hausse. Donc pour le moment, des marchés qui ne se résignent pas à baisser, hein, et Dow Jones qui accélère assez fortement. Là, on vient d'ouvrir, donc il faut se méfier des premières minutes de cotation. Le mouvement est assez franc, il y a une belle direction. Alors moi, je me concentre d'abord sur ce que j'ai à faire. Donc si on retourne dans la partie haute, hein, 7945, un peu au-delà, enfin dans cette zone, je reprends un short. Donc déjà, je me concentre sur mon truc et ensuite, j'analyserai ce qui se passe aux États-Unis. Donc l'optique étant toujours de jouer un biais baissier, d'essayer de choper des points hauts et en fin de journée, de laisser tourner ceux qui sont les mieux placés et de couper ceux qui sont le moins bien placés. L'idée étant, si ça se passe bien, de pyramider ou de laisser courir en tout cas le maximum de gains, et quand ça se passe mal, de prendre les pertes petit à petit. Voilà, c'est la logique. Et de renflouer ou d'enlever de l'argent sur le compte. Pour le moment, le mouvement de hausse se poursuit. Ok, je déclenche le short. Topé. Voilà, j'ai déclenché un micro-lot de plus, donc j'ai remis 5 micro-lots à la vente sur le DAX. Les marchés US sont ouverts en forte hausse. Attention, hein, ça va, il faut vraiment être sur ses gardes, hein. Ça peut paraître impressionnant. Il faut se rappeler qu'il n'y a pas eu grand chose, que c'était pas ouvert avant et qu'on n'a pas bougé en Europe. Donc on peut tout à fait corriger dans quelques instants le mouvement de hausse qu'on vient d'avoir. Ça s'observe régulièrement. Après, on peut aussi partir franchement. Donc là, si on part franchement, eh bien, je reprendrai un micro-lot plus haut. Donc là, désormais, prochaine zone où je pourrais prendre un micro-lot serait 7955. Alors après, par contre, si on a un mouvement fort à la hausse, je fais rien, j'attends que ce mouvement se calme. Donc l'idée étant toujours de rentrer dans des zones calmes, jamais contre le couteau qui tombe, quoi. Et d'ailleurs, on voit que sur les marchés, de toute façon, la plupart du temps, les gros mouvements se passent en quelques instants. Et la plupart du temps, on monte un peu, on baisse un peu, et surtout on range. Donc on le voit là bien sur ce graphique en 15 minutes. Vous voyez les grosses, ce qui fait sur un mouvement qui va de 7781 à 7955. Donc 170 points environ, je pense. Pas le chiffre exact en tête. On va dire 85% du mouvement, voire plus, se fait en 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va dire 7, même pas, parce que là on l'avait déjà marqué, donc ouais, 6 bougies. 6 bougies sur à peu près... là-dessus, il doit y avoir... là. Donc 6 sur 30, je sais pas combien ça fait.
Ça fait... Bah, on peut multiplier par 3, c'est à peu près à... Donc 3 x 6, 18. Un peu plus, donc on doit être à 20%, voilà c'est ça. Hein. Donc 20% du temps, et 80%, on est exactement dans ce ratio-là, de petite distribution, de range, etc. Donc là on a tendance à se retourner un tout petit peu. On est toujours dans la zone qui a été en travail depuis ce matin, il n'y a pas eu de décalage précis particulier par rapport au DAX. Là sur les marchés US on a eu l'ouverture, on a une ombre qui se met en place, on va voir ce que ça donne. Alors rapidement, l'article sur Ishimoku. Résumé de l'article, les traders professionnels gagnent leur vie grâce au trading des marchés en profitant de grosses portions des mouvements forts. S'ils ne parviennent pas à capturer la majorité de ces mouvements 0,15 importants... de gain sur le USD Japan pour moi. Ça y est, c'est coupé? Non, c'est pas coupé, ça continue. Mais au minimum 0,15 de gain. D'accord. Alors par contre, est-ce que tu peux parler en pips parce que je comprends pas bien en fait que tout à l'heure tu me parlais de 0,4, pour moi c'était 40 points, mais là tu me dis 0,15 donc c'est 15 points, c'est ça? Ben 0,15 c'est, tu sais, l'USD Japan c'est 93,149 là. Oui. Donc quand je dis 0,15 c'est... enfin, en pips, c'est-à-dire 93, 151 à 152, ça fait 2 pips pour toi? Sur le dollar face au yen, c'est le deuxième chiffre après la virgule, le point, le pip. Ah d'accord, ben alors 15 points pour l'instant de gagner. D'accord, ok. Au Donc ça, on minimum, avait vu. je gagne 15 points. Resteront pas traders très longtemps. Ishimoku peut aider les traders à visualiser certains points clés pour s'assurer qu'ils vont dans la bonne direction. Alors Celle de demain, la je vois qu'il y a tendance la générale. BO, JBCE. Peut-être aujourd'hui ça va pas vraiment vous décaler, va falloir attendre demain, je sais pas ce que t'en penses Fab. Mais... Je sais pas du tout. On va voir. Ça a l'air d'être assez mouvementé là, l'ouverture aux États-Unis. En tout cas, on est parti clairement à la hausse. Je pense on a un bon potentiel de retracement et revenir au cours d'ouverture, comme c'est souvent le cas là, 5 minutes après l'ouverture des marchés US. Ouais, comme tu dis, on est toujours dans une zone peu travaillée, enfin beaucoup travaillée, pardon, justement, donc on reste avec peu de mouvement. Donc pour le moment, moi, j'aurais pas grand-chose à... J'en sais rien, en tout cas, pour le moment, il n'y a aucune indication que ça bouge particulièrement. C'est demain, surtout à mon avis, qu'il va falloir être devant, parce que... Donc là, moi, je suis à une vingtaine de points de mon PRU. Donc on va voir ce que donne cet après-midi. Donc Jeff, ouais, qui short l'eurodoll. Donc là, c'est-à-dire que mon PRU est à 7915 points. Ça peut se faire très vite, hein, 20 points sur le DAX, c'est vraiment pas grand-chose. C'est une variation de 0,2, 0,25%. Donc, oui, c'est pas... On peut très bien décaler cet après-midi. On a aussi du chiffre à 16h. Il y a Cahuzac là. On entend parler que ça. Et de toute façon, moi par exemple, là j'ai 5,4 points de profit sur ma position prise la plus Elle haute. est mortelle quand même la vidéo sur Cahuzac sur BFM quand il annonçait son démenti. C'est mortel. Donc bah là par exemple, si ça se devait terminer maintenant la journée, ce que je ferais c'est que je prendrais un micro lot de perte sur la position prise la plus basse pour laisser toujours le plus haut possible. Donc je prends une très légère perte sur la journée. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de particulier là par rapport à sa vidéo Oh, la manière dont il ment ouvertement et il joue vraiment bien son rôle de politicien, quoi. Tu vois, tu ne peux que le croire. Et c'est vraiment, ouais, c'est génial à regarder, quoi, quand même. Je pense que ce sera pas le premier et le dernier à mentir, de toute façon. Ah ouais, ça c'est clair, hein. C'est pas le premier ni le dernier. Mais en fait, j'arrive pas à voir trop l'intérêt de dire de mentir comme ça ouvertement, alors que Mediapart, ils avaient les preuves, ils les avaient, hein, donc je sais pas. Ça a pris quand même d'énormes risques. Moi, je pense Ouais, qu'il après,
Après, c'est toujours pareil. Il va savoir en fait le deal que lui voulait faire avec ce groupe. C'est pas, tu sais, tu peux avoir des, voilà, je vous donne 200 000 et vous la fermez. Je vous donne 300 000, 400 000. Après, il avait 500 000, je crois, c'était à l'UBS. Il avait 500 000 balles de planqué à l'UBS. Je veux dire, pour un ministre de l'économie, c'est pas, ministre des finances, c'est pas génial, quoi, tu vois. Donc à mon avis, il a essayé de négocier avec eux sans succès, quoi. Tant que t'es pas au tribunal, tu peux négocier. Après, quand t'es au tribunal, ben voilà quoi. Après, cela dit, c'est pas de l'argent public, c'est... Enfin, oui, voilà, c'est une fraude fiscale, je suis d'accord, mais bon... À mon avis, Ouais, il y a d'accord, mais d'autres qui bon. ont fait pire. Je suis d'accord, mais bon, après, faut pas, faut arrêter d'insulter des mecs comme Depardieu parce qu'ils vont s'exiler ou faut arrêter de taper sur le français parce qu'il faut payer plus d'impôts alors que le mec, eh ben, dès qu'il a du pognon, il va le planquer en Suisse. Faut quand même pas, faut pas déconner avec ça, quoi, tu vois. Je veux dire, je veux dire, en plus, quand tu critiques des gars comme ça, moi je suis d'accord, hein, c'est vraiment la politique néolibérale, c'est ce que l'on veut, hein, des déplacements de population, des déplacements d'argent. Donc c'est leur politique. Après, c'est vrai qu'il faut pas pleurer quand un mec part en Suisse se planquer du pognon, mais c'est quand même, c'est pas, comment dire, c'est pas moral, quoi. Tu peux pas demander aux Français de payer la connerie de l'Europe et de l'euro, et puis après planquer ton pognon en Suisse, parce qu'en Suisse c'est sécure, quoi. Tu vois? Non, non, je suis d'accord avec toi, hein. Mais... Ça fait plus mal à tout le monde que parti que pour. Bon, comme d'habitude, ça va encore marcher aujourd'hui, là, d'attendre 5 minutes, de voir la direction du marché américain et de prendre la position inverse. On est revenu exactement au cours auquel on était juste avant l'ouverture. Ah ouais, ça s'est passé comme ça sur le DAX, là? Non, sur le DAX, ça a juste baissé, mais sur le Dow Jones, tu vois, dès qu'on a l'ouverture, tac, grande bougie haussière, enfin grande, on a une bougie haussière significative en M5. On arrive à 35, tac, grosse bougie baissière, une deuxième, et là, donc à 15h40, 10 minutes après l'ouverture, on revient exactement au même cours qu'on était avant. Donc avec un mouvement de 14 627 à 14 651. Donc, et quand on était au plus haut, je l'ai bien dit, hein, dans le cadre de l'émission, j'ai dit, voilà, bah, là, la plupart du temps, quoi, on retrace, et c'est effectivement le cas. D'ailleurs, il y en a, je pense, qui ont une stratégie basée sur ça, hein, parce que c'est quasiment au quotidien, je dirais même 8 jours sur 10, voire 9 jours sur 10, que on a un gros mouvement les 5 premières minutes, et les 5 minutes d'après, on le corrige pour revenir au même cours auquel on était juste avant l'ouverture. Ça fait un beau doji, là. Après, ça va marcher jusqu'au jour où ça marchera, hein. Il y aura un jour où on fera plus ça, s'il y a trop de monde qui le fait de toute façon. Mais... Bon, enfin, on va voir, du coup, ça réduit notre perte, avec un gain de 11 points sur la position d'un micro-lot prise la plus haute. Donc, on va voir ce que ça donne. 1920 € d'équité, la balance est à 2007 €. On est toujours dans la zone qui a été beaucoup travaillée sur le DAX. Alors, c'est un des truismes du succès dans le trading. Il est nécessaire d'éviter les fortes pertes. En fait, ce qui sépare les traders qui ne rencontrent pas le succès qu'ils espéraient quand ils sont entrés sur le marché et ceux qui réussissent est souvent fort simple. Il suffit d'observer qui engrange de fortes pertes et qui a des gains importants. Ishimoku divise le graphique clairement en momentum d'achat et de vente pour que vous puissiez identifier le momentum général et trader dans sa direction en évitant de fortes pertes qui pourraient mettre fin à votre activité. Le paradoxe professionnel est le suivant. Les traders professionnels ont appris qu'ils doivent accepter de nombreuses petites pertes quand ils cherchent et trouvent les gros trades qui payent pour leurs trades perdants. Étrangement, les traders professionnels ne s'inquiètent pas autant de leur pourcentage de gains ou du rapport de trade profitable contre non profitable que les nouveaux traders. Et ceci pour de bonnes raisons. L'une des raisons pour lesquelles les meilleurs traders sont très réticents à clôturer leurs trades pour un petit profit est qu'ils ont déjà fourni le travail visant à trouver le trade. Et mettre fin trop tôt au trade fait passer à la trappe le travail effectué pour trouver l'opportunité de trade
et fait du mal à leur performance générale. Cet état d'esprit est presque complètement l'opposé de celui des traders amateurs qui mettent souvent fin à leur carrière en engageant de vastes pertes et de petits profits. Quand on se concentre sur le pourcentage de gains, on a tendance à clôturer agressivement de nombreux trades avant qu'ils puissent se développer pour devenir de bonnes positions, ce qui est au final mauvais pour les résultats de trading. Cet article va expliquer comment ces deux problèmes peuvent être efficacement résolus en utilisant le nuage Ishimoku comme système de trading. Est-ce que vous pouvez faire faillite en faisant des profits? Ce titre est un peu trompeur et est fait pour choquer. La raison pour laquelle je voulais vous présenter le processus de réflexion des traders professionnels est la suivante. De nombreux traders débutants pensent que s'ils s'accrochent suffisamment longtemps à leur trade perdant, les cours finiront par évoluer en leur faveur, ce qui leur permettrait de ne pas engranger, disons plutôt de ne pas être contraints d'accepter de pertes. Comme nous en avons déjà parlé, de façon ironique, ce comportement consistant à tenter d'éviter les pertes amène souvent à des pertes encore plus importantes. Parce que ceux qui ont peur de perdre sont souvent ceux qui perdent le plus, vous ne devez pas penser au succès dans le trading en termes de pourcentage de gains ou de clôture de trades profitables contre clôture de trades perdants. DailyFX a analysé 12 millions de trades live et a découvert que même si de nombreux clients clôturaient des trades profitables, dans la majorité des cas, ils perdaient toujours de l'argent. Cela peut sembler bizarre au début. Penser seulement en termes de pourcentage de gains n'est pas la meilleure stratégie de trading et peut en fait nuire à votre succès. En résumé, les trades perdants sont le prix à payer dans notre activité et le montant perdu sur les trades perdants par rapport au montant gagné sur les trades gagnants sera un meilleur indicateur de votre succès dans le trading. On appelle ce concept le ratio risque-rendement. Un des meilleurs outils que nous ayons créé pour vous aider à évaluer votre ratio risque-rendement est notre application de gestion du risque disponible dans l'App Store FXCM. Quand vous aurez réussi à placer vos émotions dans le sens d'un concept de ratio risque-rendement positif, vous aurez peut-être gagné le jeu du trading même avant d'avoir commencé. Vous atteindrez vos objectifs au fil du temps, même avec un système de trading moyen, parce que vous aurez mis la chance de votre côté. Votre avantage dans le trading sera alors dû au fait que vous êtes prêt à mettre fin à vos trades perdants avant qu'ils ne deviennent trop lourds et que vous aurez un système comme Ishimoku pour vous aider à profiter des gros mouvements. Trade Ishimoku, acheter l'AUD GPY, comme toutes les règles sont présentes alors que l'AUD continue de se renforcer. Créer un utilisant market cap. Trade Ishimoku. 1 pips de gain minimum sur l'USD JPY pour moi. Position toujours en cours. T'as dit combien de points minimum? 15 toujours? 20 points, d'accord. Moi, toujours vendeur sur DAX. La position la plus haute, j'ai pu la prendre à un bon niveau. Donc, j'ai 13,5 points sur un micro-lot. Et je suis repassé en dessous de ma seconde position prise la plus haute. Donc là, j'ai 2 positions gagnantes, une position perdante. Et je suis toujours perdant sur la globalité des 3 opérations. Je laisse courir. Je suis à 15 points de mon PRU. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Là, des vendeurs qui essayent de revenir. Ça, on avait vu. Si c'est votre première lecture du rapport Ishimoku, voici la récapitulation des règles pour un trade acheteur. Le prix est au-dessus du nuage Kumo. La ligne de détachement, bon bref, après il y a les règles, voilà. Quand on utilise Ishimoku pour trouver de bonnes entrées dans la direction d'une tendance forte, les rebonds des cours sur la ligne... Combien de micro-lots? Là, 5. Donc 5 € le point sur DAX. D'accord. Quand on utilise Ishimoku pour trouver de bonnes entrées dans la direction d'une tendance forte, les rebonds des cours sur la ligne de base, combinés aux autres conditions, peuvent fournir de bonnes entrées, comme nous le voyons sur l'AUD GPY. Si les cours restent au-dessus du nuage, mais passent en dessous de la ligne de base, bleu clair, vous devez surveiller un retour des cours au-dessus de la ligne de base dans le cadre d'un renforcement.
c'est souvent de très bonnes indications d'un retour de la tendance en pleine forme. Voilà donc ce qu'on pouvait lire sur le site de l'AIFX par rapport à Ishimoku. Merci pour le partage. Alors Karim qui partageait un lien, on va regarder ça avec un setup intéressant, avec notamment de l'étude de la distribution. Il s'agissait du Russell avec une dynamique baissière. Là il s'agissait d'un graphique en 60 minutes, donc en 1 heure, avec une belle bougie de baisse. On était en dessous d'une zone de distribution assez forte. On en rejoint une qui avait été pas mal distribuée également. Je sais pas si c'est les volumes ou la distribution là sur la gauche, Karim. Et donc on va voir ce que ça donne, si le mouvement de baisse se poursuit ou pas. Donc ça part plutôt pas mal, c'est pas un truc de fou. Le Dow Jones a bien décalé également, on est sorti à la baisse de la zone de range dans laquelle on évoluait une bonne partie de la journée. Attention, on a une zone qui a été déjà pas mal testée, qui a déjà été testée ce matin à la baisse, qui n'a pas été franchie, c'est les 14 593. Donc on verra si on parvient à aller en dessous. Et donc sur DAX, toujours très timide et à l'intérieur de sa zone de consolidation. Antoine qui nous demandait, Fab, tu comptes essayer Ishimoku comme stratégie de trading? Ce sera intéressant de voir les résultats de cette stratégie. Non, pas spécialement, mais oui, effectivement, après tu peux réaliser des expériences déjà pour te faire une idée sur les résultats qu'on peut obtenir. Tiens, là j'avais fait un backtest là, il n'y a pas longtemps sur une stratégie toute simple sur les pullbacks que j'avais regardé en journalier. Les résultats étaient pas mal. L'idée de base était de prendre vite les pertes et de laisser courir les gains, en prenant la position dans le sens de la tendance en journalier sur des pullbacks. Alors je vais essayer de trouver ça, je vais vous le montrer. Voilà ce que ça donnait. Donc on voit une évolution sympa dans l'ensemble avec des phases un peu difficiles. Plus de pertes que de gains, mais des gains plus importants et donc une évolution sympathique. Donc au final, ça c'était un test que j'ai fait depuis 2008 avec peu de risques puisque j'avais pris un drawdown maximal de 11,15% et un profit total net de 10,79%. Donc on avait un facteur de profit de 1,26. Après c'est pas bien travaillé, hein, on peut le travailler bien mieux que ça. Et donc bah voilà, on voit, on a des petits gains, des petites pertes. On a plus de trades gagnants que de trades perdants. Et par contre parfois on a des gros gains et on n'a pas de grosses pertes. On a que des petites pertes quoi qu'il arrive. Donc c'était une évolution assez sympa, voilà, je vous le partagerai peut-être, ça ne me dérange pas du tout, hein, c'est un travail tout simple, tout le monde peut faire, basé donc sur une stratégie de pullback, voilà. Arrêtez. Non, je vais pas arrêter, c'est un backtest simplement. C'est un test sur les cours passés. Mais bon, avoir ça, franchement, c'est pas du tout compliqué, hein, en automatique. C'est pas du tout compliqué. Après, là, ça reste que 10% sur de 2008 à 2013. Donc, c'est pas beaucoup, hein, 10% de profit. Après, il y a un faible risque. Tu peux augmenter le risque et donc augmenter la performance par la même. Tu vois, là, par exemple, c'est un test où j'aurais pu dire voilà, 30% de profit sur 5 ans avec 30% de risque. Mais bon, c'est pas. Ce qui est plus intéressant, c'est juste le fait que voilà, prendre des petites pertes et quelques gros gains, à long terme, ça paye. En suivant la tendance, en essayant de soigner un petit peu ses points d'entrée, on peut vite passer à quelque chose d'assez intéressant. Je pense que la grosse différence et le plus dur, c'est vraiment la rigueur quoi, et la discipline. Ouais, toujours pareil. Hein. Toujours ce combat contre la rigueur, ça c'est vraiment c'est la base du combat. Hein. C'est franchement, parce qu'on a toujours tendance, enfin moi j'ai toujours tendance, je suis jamais, si tu veux, c'est-à-dire que là j'ai opté pour les shorts aujourd'hui, je short jusqu'à un point clé que je me suis fixé, c'est donc 1,28 860. Si j'atteins ce point-là, j'arrêterai de trader par exemple les shorts et je passerai en dynamique achat.
Mais c'est dur de se dire, parce que là ça monte, tu vois. T'aurais plutôt tendance, t'as eu un croisement de moyenne mobile, t'aurais plutôt tendance à te dire bon allez ok, maintenant j'achète, et puis mais j'essaye de tenir ma stratégie, mais c'est pas facile. Hein. Ok, moi je comprends, je comprends. Alors, on va lire un peu ce qui se disait, ça on avait vu. L'une des raisons pour laquelle les meilleurs traders sont très réticents à clôturer leur trade pour un petit profit est qu'ils ont déjà fourni le travail visant à trouver le trade. J'explique, disait, Phil, j'ai trouvé ton article très intéressant parce que la logique que j'ai en ce moment et que j'essaie d'adopter, c'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire de travailler, souvent passer à côté de petits gains en attendant que ça parte clairement dans mon sens. Et je pense qu'un des pièges, justement, ce serait de maintenant commencer à prendre des petits gains, etc. Parce que là, l'idée, c'est quand même d'attendre une phase de correction significative. Si elle arrive, ça va être vraiment intéressant, ça va permettre de faire des beaux profits. Ce qu'il y a, c'est que là, voilà, par exemple, la semaine dernière, alors ça avait quand même été pas mal géré, parce que là, j'ai pris quand même pas mal de profits, mais on a bien accéléré, finalement, on a quasiment tout retracé derrière. Donc, pas évident de faire du profit dans ce contexte. Alors, j'essaie de mixer un peu les deux, à la fois de prendre un peu de profit au jour le jour, et puis laisser courir certaines positions. Pour l'instant, ça se passe bien, je suis assez content. On va essayer de travailler comme ça. Mais c'est pas évident psychologiquement aussi, parce que il faut pouvoir accepter de perdre longtemps. Voilà. À partir de combien de pips on peut déplacer le stop, disait PGSP. Comme tu le souhaites, après ça dépend aussi de ton broker, à toi de voir avec lui et ses règles. Dalu qui nous avait rejoint, salut Dalu, ça va. Antoine qui disait, il n'y a pas de lien pour la réunion de la Boge. Non, je vais pas ça à Antoine. PGSP dit salut Antoine, salut Dalu. On ne pense pas à ces deux bougies contraires à un moment donné. Et 25 pips assurés pour moi pour l'USD Japan. Ok, bravo. Alors ça c'était une vidéo que j'avais filmée, Stéphane Saluté justement qui parlait des training stops. Un haut ou bas majeur qui nous permet d'articuler ce stop initial. Alors on avance un peu. C'est-à-dire qu'on a pris une position, ça part bien, on n'a pas eu à actionner le stop initial. Pardon, c'est un peu long à charger. Chouette. Imaginons qu'on part du principe, voilà, j'achète à 100, mon objectif est à 110, mon stop est à 95, mon stop initial. Eh bien, moi, ce que j'utilise énormément, c'est le principe du financement de stop pour me soulager émotionnellement le plus rapidement possible. C'est-à-dire dès que j'ai gagné finalement 5, puisque je prends un risque de 5, dès que je suis passé de 100 à 105, je liquide la moitié de la position. J'appelle ça le financement de stop. Alors vous allez me dire, ah mais ce Solutei, c'est pas très ambitieux ce que vous faites. Pourquoi vous ne mettez pas un trailing stop et laissez courir vos positions? Ça, les gens qui me parlent de ça, c'est des gens, quand ils me disent, voilà, il faudrait faire comme ceci, c'est des gens qui n'ont jamais mis un seul centime de leur argent sur les marchés financiers. En théorie, c'est idéal. Mais en pratique, c'est pas idéal. Parce que quand vous prenez position, dès que vous avez gagné un petit peu, il y a une petite voix qui vous dit « Vends ta position, tu as gagné assez d'argent. » Et puis vous finissez par céder, bien sûr. Parce qu'il y a un risque. Tant qu'on n'a pas clôturé, on n'est pas sûr de gagner, même si on a une plus-value potentielle. C'est cet équilibre émotionnel qui est compliqué. Je ne suis pas un artiste, je ne suis pas un grand trader. Les grands traders, eux, achètent des positions et gonflent leurs positions au fur et à mesure qu'ils sentent la tendance se construire. Alors ça, c'est des gens qui sont très intuitifs, qui ne sont pas capables d'expliquer comment ils font parce que c'est en eux. Moi, je suis un trader de méthode, de méthodologie, un laborieux, un forcené du travail. Et j'ai pas ce talent. C'est-à-dire, dès que je prends une position, eh bien, il y a une composante émotionnelle qui vient perturber souvent la mécanique de gestion de position qu'on a notée sur un papier. Et donc, pour lutter contre ça, pour me stabiliser le plus rapidement possible émotionnellement, tester ce principe-là, vous allez voir, c'est, je pense, pas idiot.
dès qu'on a gagné le risque que l'on prend, le stress diminue, mais alors très très vite. D'accord. Alors une fois qu'on a financé le stop, on risque plus rien. Mais il est hors de question, si le marché monte, de laisser son stop initial comme au départ. Ça serait bête de gagner 5, et puis à un moment donné, le marché refute et il nous fait perdre 5. Plus 5, moins 5, certes, on n'a pas perdu d'argent, mais on n'a pas gagné. Alors on y a laissé des frais. Donc le trading stop, ce sont des outils qui, une fois que finalement, et uniquement, moi je fais comme ça, une fois que le stop est financé, je mets en place un système de trading stop. C'est-à-dire que je vais essayer d'utiliser des outils pour décaler vers le haut, quand je suis à l'achat, le positionnement de mon stop initial. Et là, vous avez plein de théories également possibles. Il y a la théorie des théoriciens et là, il y a la théorie des praticiens. Moi, je suis beaucoup plus dans la théorie des praticiens, avec une expérience, avec... voilà. Donc, je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible. 35 pips assurés sur l'USD Japan pour moi. Cool. 3 pistes. Je reviens sur à quoi sert le trading stop, donc à protéger et optimiser un gain, quand on a financé déjà le stop, à tenir une position gagnante. Chiffre mauvais, les gars. 30, pardon. C'est la chose la plus compliquée. Chiffre mauvais, ça peut... On va voir. On avait... je vais prendre short Dow Jones, moi. Des publications, notamment l'ISM aux États-Unis. Bon, c'est mitigé pour le moment, mais c'est mauvais chiffre, donc ça va tirer à la baisse les actifs à risque. Et bien, pour le moment, on a un chiffre à 54.4 au lieu de 55.9, chiffre précédent à 56, donc c'est bien moins bon que les attentes avec les chiffres précédents, donc a priori ça devrait tirer simplement à la baisse le marché. Alors aujourd'hui on va recevoir Thierry pour parler un peu de market profile. J'avais oublié, mais c'est chaque mercredi sa chronique. Voilà, ok. Donc là on a pris le chemin de la baisse, on n'a plus que 44 € de perte, que entre guillemets, hein. Ça reste de la perte donc c'est mauvais. On n'a plus de nouvelles majeures à attendre aujourd'hui, on a quelques petites nouvelles avec les inventaires du pétrole à 16h30 et à 23h Boulard du FOMC qui va parler. Donc là on est dans la partie basse du range dans lequel on évoluait. Aujourd'hui sur le DAX, si on casse cette zone, donc des 7921, on testerait ensuite les 7909. Et là on pourrait passer en territoire positif assez rapidement ensuite. Donc là on a une position gagnante de 20 points, prise la plus haute, un micro-lot. Une position gagnante de 9,2 points, 2 micro-lots. Ouais, alors je vais recevoir Thierry là pour la chronique sur le market profile, donc je vous retrouve dans quelques instants sur le Mumble. Salut Thierry. Salut Fabien. Ça va? Ouais, ça va bien, merci toi. Ça va nickel, ouais, bah là je suis en train de trader tranquillement. D'accord. Et toi? Tu trades sur quoi? Là j'ai position sur le DAX, ça fait 2 semaines là que je suis sur le DAX, ça se passe pas mal. J'ai trade essentiellement sur un biais baissier, et donc l'idée principale c'est, une fois que j'ai défini un biais, je me base pas mal sur, tu vois moi, la lecture fondamentale macroéconomique et psychologique, et ensuite j'essaie d'affiner des points d'entrée avec des approches d'études graphiques, que ce soit technique ou également l'étude de la distribution, des choses comme ça. Donc en gros mon idée c'est d'essayer de prendre des positions sur les points les plus hauts, dans le sens du biais que j'ai choisi, qui est un biais baissier actuellement sur les marchés actions européens, notamment sur le DAX, et de laisser courir les positions gagnantes avec un maximum de volume, et quand ça se passe mal de couper les positions au fur et à mesure, avec une petite taille de position. Et voilà, donc en gros c'est ça l'idée principale. D'accord.
Alors, Ok, je vais demander si les gens sont OK au niveau du son là pour l'interview. Est-ce que vous entendez bien Thierry, s'il vous plaît, sur le chat? Low tick bracket. Low tick bracket. Low tick bracket. Alors, toi, il faudrait qu'il parle. Ouais, voilà. Donc Thierry, je te laisse commencer ta chronique. Ouais, est-ce que tu veux que je partage l'écran? Oui. Je vais essayer. Ouais. Alors je peux essayer, on va voir, en espérant que la connexion suffise, on va voir. Vous êtes en communication pour partager votre écran. Ah mince, je peux pas. Alors, comment ça se fait ça? Pourquoi je peux pas? Vous devez être en communication, mais je suis pas en communication. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, attends, je sais pourquoi. Ok. Je sais pourquoi. Eh ben, pourquoi je te vois pas? C'est bon. Je vous ai mis l'adresse vers le site de Thierry là, donc trading-marketprofile.com. On va attendre que l'écran de Thierry se charge. Ok, on l'a, bon, on voit pas bien, mais bon, c'est mieux que rien. Donc au moins, n'hésite pas à bien zoomer quand tu veux nous montrer des choses. Et puis, essaie Ce que je vais faire, je vais fermer. Alors attends, je vais fermer. Je vais mettre qu'un actif, comme ça, on verra peut-être certainement plus grand et un peu mieux. Ok, c'est mieux ou pas là? Oui, c'est mieux déjà, ouais. Hop. Ok. Donc voilà, ça c'est deux graphiques là, donc par actif. Donc un qui est en chandelier. Donc là, je suis sur le S&P, hein, contrat futur. Même s'il marche 24 heures sur 24, moi je le mets à l'heure d'ouverture des marchés américains. Parce qu'en fait, quand je trade les indices américains, j'aime bien les mêmes niveaux, les mêmes pivots et ainsi de suite. Bon, les mêmes pivots, après au niveau de l'heure, c'est pas forcément évident, mais au moins avoir les mêmes zones de valeur. Un graphique, donc chandelier en 2 minutes, avec les zones de valeur du market profile en gris. Ici, donc, qui est en blanc, je ne sais pas si vous voyez bien par contre, c'est le call du jour, donc, voilà, qui bouge au fur et à mesure des cours, hein, bien évidemment. Et les traits bleus ici et rouges. Voilà, hier de la veille. Et j'ai les bandes de Bollinger par-dessus et le VWAP. Voilà, donc le VWAP, j'utilise côté basse, puisqu'en règle générale, sauf cas comme aujourd'hui, là où ça squeeze vers le bas complètement, où là ça va les écarter, mais en règle générale, on va dire que le marché se passe au niveau des volumes. Donc voilà. Donc, et en bas, j'ai l'indicateur du synthétique VIX, donc qui est là une représentation en barre, mais du VIX. Pour conforter les positions. J'expliquerai un petit peu, j'avais fait une vidéo dessus, s'il y en a qui veulent le voir, il est sur la partie publique, hein, dans les vidéos. Indicateur sur achat sur vente, 30 pips de gain. mais je m'en sers comme, on va dire, comme un excès de volatilité quand on arrive au niveau des 100 ou moins 100. Et il y a souvent des poussées. Donc suivant où on se trouve par rapport à mes positions, je rentre plus sereinement ou pas. Voilà. D'accord, ok. Donc là, d'ores et déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est bien en dessous de la... Comment t'appelles les deux lignes bleues là? C'est la zone de...
Alors, la ligne bleue ici, celle-ci là. Ouais. Alors ça, c'est la zone de valeur base, donc la zone de valeur, donc la VAL, donc la value RA low d'hier. Et la partie grisée ici, on vient de descendre, donc elle s'adapte au cours en permanence, la zone de valeur ainsi que le POC du jour, tout s'accorde par rapport au cours en fait. Voilà, suivant comment on veut les... Voilà, vas-y. Ouais, non, c'était juste pour savoir. Donc là, ouais, on est bien sur un biais baissier. Et tu dis, par contre, la zone basse du jour, elle est en quoi? En jaune, c'est ça? Non. En fait, pratiquement, tu vois mon curseur ici, là, juste en dessous, ce trait-là à peu près. Elle est à 1558,25. Ah oui, d'accord, en blanc, ok. D'accord, et le POC, tu m'as dit qu'il était en blanc, mais c'est pas ça le POC? Ouais, c'est celui-là ici en blanc, là, il est à 1561,75. Ah, d'accord, c'est ça. Ah, d'accord, c'est celui-là. Ok. Bon, bah là, tout est clair. Et de l'autre côté, donc à droite, j'ai un graphique en footprint avec l'indicateur de divergence donc qu'on développe. Et donc pareil, j'ai mes zones de valeur du donc c'est le même graphique qu'à gauche, sauf qu'il est en footprint avec l'indicateur et qui me permet d'avoir les numériques en bas, les valeurs numériques. Delta, voilà. C'est quoi que tu appelles delta? Alors le delta, en fait, c'est la différence entre le volume à l'asque et le volume mobile. D'accord, ok. C'est basé sur quel flux? Alors moi j'ai un flux réel Transact qui fonctionne avec Infinity AT, donc mon broker. C'est les flux futurs, voilà quoi. D'accord, mais en fait je demande ça parce que tu sais, j'ai suivi la formation donc, que tu proposes là, et donc tu traînes notamment l'euro-dollar. Dis sur comment tu sais sur quoi tu es basé, puisque c'est pas un marché centralisé, le marché d'échange. Comment tu sais si le flux sur lequel... La seule différence, c'est que quand je trade l'euro-dollar, je ne trade pas l'euro-dollar Forex, je trade le contrat 6E, contrat futur. D'accord, et lui... À part l'euro, alors attends, je vais te dire ce qu'il y a. Hop, donc tu as donc l'AUD, tu as donc l'euro-dollar, le yen, le Mexico, le NZD et le franc suisse. Voilà, c'est les seuls 3, 6, 7. Ce sont des contrats futurs, donc c'est sur le marché centralisé. Ok, et donc c'est centralisé à la place de cotation des futurs, c'est où? C'est à Chicago, c'est ça? C'est le CME, je ne me rappelle plus l'euro, attends. L'euro, il est sur quoi? Mais je crois de toute façon que c'est le Chicago Mercantile Exchange, donc ça va être le CME, l'euro, si je dis pas de bêtises, ça a vérifié. Et tu dis les volumes, etc., c'est des choses précises et vérifiées. Ah, tout à fait, oui, bien sûr, bien sûr. Ok, ok, voilà. C'était quelques précisions. Vas-y, donc je te laisse continuer. En l'occurrence, sur la première ligne, j'ai les deltas. Ensuite, j'en ai pas besoin normalement, je l'ai mis là pour que vous compreniez bien. Donc là, j'ai les asques volume et les bits volume. Mais par contre, visuellement, des fois, c'est vrai que c'est plus sympa de voir qui a la main surtout. Voilà, surtout au niveau d'une divergence. Ça permet de vérifier plus facilement. Et j'ai le total des volumes. Voilà. Donc ça, c'est ce que je me sers. Et je me sers aussi, donc, qui est sur un écran à côté que je vais vous mettre. Voilà, ici. Qui sont les ticks du NIS. En fait,
Bah, ça, par contre, c'est un super indicateur. Hein, ça fait partie de ce qu'on appelle des internal markets. Et ça, c'est vraiment un bon indicateur puisque ça regroupe les 2700 plus. La majorité, on va dire, des actions du NIS qui vont monter d'un tick, donc ce qu'on appelle un uptick. On arrive à une zone au moins des 800, 1000 ou 1200 en positif ou négatif. Et ben, il y a souvent des retracements derrière et pour scalper, c'est vraiment parfait. Voilà. Donc ça, tu as accès comment ça au NYC Tick? Bah, c'est ma plateforme, mais la plupart des plateformes les plateformes américaines, à partir du moment où tu peux trader les marchés américains, bah, je parle en futur, hein, parce qu'en CFD, c'est sûr que personne ne vous les aura. Ça, c'est certain. Alors, hormis Sierra, là, celle que j'utilise. Avec un flux CFD, vous pouvez avoir accès au tick. Mais bon, voilà, est-ce que c'est aussi fiable? Je ne garantirai pas. D'accord. Juste, désolé de te couper. Donc, c'est pour bien. Quelques-uns, etc. Mais sinon, au niveau de la majorité, c'est vrai qu'on est plus tourné vers des plateformes plus conventionnelles par rapport à la clientèle française. Et on trade aussi, enfin moi par exemple, je sais que je trade le CFD, je sais que la plupart trade le CFD, même s'il y en a qui s'intéressent au futur. Alors Sierra, moi je l'avais déjà testé en version gratuite. Toi la Sierra, tu l'as gratuite? Soit avec ton broker ou avec Sierra même, sur le site de Sierra, quoi. Elle est payante, elle n'est pas gratuite. Après, voilà, suivant les brokers, tu sais que je la paye 5 $ de moins par mon broker que si je la prenais par Sierra. Après, c'est plus avantageux de la prendre par Sierra quand tu la prends à l'année. Tu payes en une fois, mais ça te revient à 20 vu tout ce qu'elle donne. Et en fait, si tu veux, alors c'est vrai, comme tu dis, la plupart des gens traitent sur CFD avec des plateformes beaucoup plus conventionnelles. Je suis d'accord avec toi. Te donne accès à certains outils que d'autres ne vont pas te donner. La grosse différence de Sierra Chart, même si elle n'est pas ce qu'on appelle, entre guillemets, user ça je l'admets complètement, mais elle fait tout. Et tu as accès à tout, nativement, pour pas vraiment très cher. Donc, ça reste quand même pour une solution alternative aux grosses plateformes, style Market Delta, choses comme ça, et Signal, ou des trucs comme ça, qui sont excessivement chers. Donc, et on a accès à tout. Market Une fois que tu as la plateforme, c'est ça? Alors, ça dépend. Si tu as un broker, moi j'ai un broker qui me donne les flux, donc il fournit ses rachats, donc j'ai les flux. Tu as plusieurs brokers futurs qui te fournissent les flux. Les CFD, quel que soit le broker, ils peuvent prendre, je vais vous montrer. Donc ici, quand on va dans Global Setting, Data... Ah non, je ne vais pas pouvoir là. Merde. Parce que là, je suis avec Infinity. Quand vous avez là, vous pouvez vous connecter avec un flux Sierra Chart, comment ça s'appelle? C'est Forex. Ceux qui sont chez FXCM, par exemple, qui en réel ou en démo, peu importe, peuvent prendre le flux FXCM et trader sur leur compte réel. Et je crois que même les flux par défaut CFD Forex sont les flux FXCM. Parce que ça reste quand même le broker en termes de volume. Donc au niveau volume, hein, je parle. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense que c'est le meilleur flux au niveau Forex en tout cas Forex. Je ne dirais pas CFD, mais Forex. Ouais. Je laisse enchaîner. Ouais, bah là j'ai fait la présentation donc, des graphes, donc je vais voir si on peut avoir l'opportunité de prendre un trade. J'avais marqué la zone ce matin, c'était sur le Bund. Alors attendez, je vais vous montrer un trade que j'ai fait moi ce matin. Ok, vous voyez mon graphique là, c'est bon? Oui.
Ok. Donc ce matin, j'ai pris un trade donc ici, où il y a l'ellipse verte là, en haut. J'étais donc avant qu'on arrive là, j'avais dit si on va à donc je sais plus quel était le prix exact. J'avais dit ici 140. Je vais me mettre un ordre conditionnel et si on monte à ce niveau-là, je serai pris parce que je pensais bien que ça allait remonter. Alors je vais expliquer pourquoi. Parce qu'on était d'une, donc la zone de valeur du jour haute. Ensuite, on avait la bande de Bollinger qui coiffait juste au-dessus. Et en plus, les deux bandes de Bollinger ne divergeaient pas. En tout cas, violente. Et on avait la standard déviation 4 qui venait coiffer juste au-dessus aussi au niveau de la bande de Bollinger. Donc, on va dire que j'avais 3 points d'appui. J'avais dit, pour moi, j'étais sûr de mon trade. Et donc j'avais dit, donc j'ai posé un dossier là, je l'avais annoncé sur le forum avant qu'il arrive, sur le forum, sur le Mumble. Donc ils sont touchés puisqu'on est monté un petit peu au-dessus, donc sans problème j'étais pris. Et on est redescendu. Alors et après bon, je suis sorti avec 5 points donc de commande manuellement, alors que j'aurais pu, t'as vu, hein, si j'allais rester en position. Je prenais vraiment la grosse descente. Ouais. Mais moi, je suis quelqu'un qui n'arrive pas à rester en position. Très bien, ma journée, elle est faite en un trade de 4 minutes. Donc, voilà, je ne vais pas chercher plus, je ne mets pas plus de risques. J'aurais pu le faire si je m'étais... Je suis rentré avec 3 contrats, avec 3 contrats à des profits différents. Là, j'aurais pu au moins laisser courir un troisième... et laisser courir. Mais je ne l'avais pas fait, je suis resté en simple bracket parce que je me suis dit, voilà, 3 points, moi, ça me va bien. Et j'en ai pris 5, donc 5 fois, 50 € sur un trade de 4 minutes. Donc pour moi, ça me va très bien. Comme je te disais l'autre fois, hein, voilà, je ne suis pas un gros vent. Je fais ça pour vivre. Donc moi, ma journée. Un trade ici. Tu m'as dit, c'est quoi ça comme produit à droite? Parce que Excuse-moi? C'est quoi comme produit à droite là que tu trades? Et le Bund, c'est quoi? C'est les bons du trésor américain? Ah non, c'est l'équivalent en fin de compte des bons du trésor américain, mais pour l'Allemagne. Pour l'Allemagne. C'est vraiment liquide comme produit, il n'y a pas de problème? Ah bah écoute, moi c'est vraiment un produit que j'affectionne et que je vais recommander à beaucoup de débutants qui vont passer soit sur les futurs ou soit si leur plateforme, leur booker leur donne en CFD. C'est à partir du moment où il n'y a pas un spread de folie, et je crois que sur les FXCM c'est très cher le spread sur le Bund. Donc spread qui n'est pas serré ou si tu es sur les futurs, oui, moi c'est vraiment un actif que je recommande à tous les débutants parce qu'il est très propre. Il est, en tout cas par rapport à ma méthodologie, quand il squeeze, hein. Mais par contre, il est assez propre et fiable. Donc, il est assez facile à trader. Il est assez volatile pour pouvoir... et voilà. Et par contre, quand il bouge. Donc, ça, c'est sûr. Hein. Mais voilà. Et donc, je te disais, donc là, j'ai refait un petit trade. Par contre, j'ai pris qu'un petit point. Parce que j'étais pas sûr de moi, donc je suis sorti en fin de compte avec un petit point. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait ce matin. Mais bon, ça m'a fait quand même 180 € dans ma matinée. Ça me suffit, ma journée est faite. Voilà, c'était juste pour montrer. Et là, en fin de compte, je suis rentré. Pourquoi? Parce que j'avais la bande de Bollinger haute, j'avais le PUG de la veille, donc ici en rouge. Hein. J'avais le PUG jour en pointillé. Ici que tu vois en violet. Donc là, j'avais 4 points d'appui. Donc j'aurais pu rester, hein. Mais je ne sais même plus pourquoi je ne suis pas resté, je sais plus, honnêtement. Ah si, voilà, si, parce qu'en fait, et comme je n'étais pas sûr que ça continue à descendre réellement avant de remonter un peu, et ben je me suis dit, je vais mettre mon stop à plus 1, quoi, pour être sûr de gagner au moins sur la bougie rouge ici, là, qui est remontée, ça fait une mèche. Et donc, on m'a touché à mon point d'entrée. Donc, j'étais sorti avec un petit point. Alors que sinon, j'aurais pu rester. Alors,
Ouais, donc là cet après-midi, on a eu une première ouverture plutôt en baisse du côté du marché US. Là, on a tendance à corriger. En tout cas, là, effectivement. Est-ce que tu penses faire quelque chose cet après-midi ou non? Pour le moment, il n'y a pas de seuil intéressant. Ouais. Ouais, je vais regarder. L'ESP, alors l'ESP, c'est pas vraiment l'actif que je trade le plus. Moi, je trade plus le Russell sur les marchés américains. Donc là, je sais pas trop comment il réagit sur la S1. Sinon, ça aurait pu valoir le coup éventuellement de prendre un short dessus, parce qu'en plus, il y a la MM20 qui est ici. Mais on va dire que arrivé au POC ici, du jour, parce que par contre, le POC fait souvent office de grosse résistance. Et il y a souvent un petit retracement, même s'il est léger. Et vu que la Bollinger haute arrive à hauteur du POC, ça peut être pas mal. Donc l'idéal, en fait, ça aurait été de re-rentrer à la zone de valeur basse. Mais moi, je ne l'aurais pas fait parce que je n'ai pas de point d'appui derrière. Hein, la bande de Bollinger est complètement écartée, si tu veux. Voilà. La SD4 aussi. Donc on va voir si on a eu. Je ferai un trade en direct avec la plateforme. Donc sinon, je vais montrer la plateforme Infinity. Voilà, donc ça c'est la plateforme Infinity donc, que je me sers pour trader. Plateforme future, quoi. Hein, la plupart des plateformes américaines, je précise, donnent les carnets d'ordre donc pour pouvoir trader. S'il y a des questions en attendant, ne vous gênez pas. Hein. Ok, bah alors vous avez entendu, hein, sur le chat écrit, n'hésitez pas si vous avez des questions. Tu te fixes combien d'euros par jour? Par contre, voilà, je sais que j'aime bien tourner. Enfin, il faut, c'est pas que j'aime bien, c'est qu'il faut que je tourne à peu près, on va dire, minimum journalier. Voilà, pour arriver à vivre de ce que je veux, c'est le minimum qu'il me faut. Ok, alors, je vais regarder si... Avec mes 180 € ce matin, voilà, j'ai presque 2 journées de fête en deux petits trades, quoi, vite fait. Ça me suffit largement. Ok. Coup de 10 points, tu disais, c'est ça? Ouais, alors, alors ça dépend de l'actif, ça dépend pas mal de choses. Des fois, j'en mets pas du tout, hein, parce que je suis devant, moi, donc c'est pas trop gênant. J'en mets en général. Donc j'en mets toujours un au cas où, mais quand ça part contre moi, je sors toujours avant mon stop si j'ai le temps. D'accord, donc en moyenne, combien de pertes en moyenne? 5 points en général. Des fois 3, 5, 6, mais pas plus, quoi. C'est rare. Et en moyenne, tes gains, ils sont plutôt à combien? D'accord, et tu fais 80% de trades gagnants à peu près, c'est ça? Ouais, voire plus. Hein. Là, je pense qu'on en a parlé sur le Mumble il n'y a pas longtemps. En un mois, là, enfin sur le mois dernier, j'ai dû faire. En plus, j'avais fait une trading room, si tu veux, où j'avais pour faire du trade en live, hein, en direct. Et en fin de compte, j'avais fait 2 trades perdants, quoi. Donc c'est vraiment, c'est toujours quand il veut faire une démonstration. Et donc j'avais fait ces 2 pertes-là et j'en avais fait, j'ai pas dû faire plus de 5 pertes, je crois, le mois dernier. Voilà, total. D'accord, ok. Et les nuits du trader avec market profile, est-ce que c'est pas les journées à forte volatilité dans le sens où ça décale vraiment franchement, puisque toi tu as toujours besoin de rebond, tu as toujours besoin de retour, c'est-à-dire que tu as besoin qu'on aille sur un point bas ou un point haut pour prendre position en sortant très rapidement si ça continue et espérer une phase de correction, c'est ça?
disons que à partir du moment où on sort de la zone de valeur, jour, ou veille, d'ailleurs, l'une ou l'autre, mais plus jour, mes niveaux donc, qui sont tracés avec le market profile, donc je les trace. Voilà, mettons, je me mets un graphique, alors, je vais me mettre sur le S&P. S&P, tu vois, c'est là que je mets mes niveaux. Alors, tu vois, là, par exemple, tu as un super niveau là. Tu vois, je ne l'avais même pas marqué, donc je vais en profiter pour le faire. Hop. Un super niveau, par contre. Là, tu as 3 zones de valeur qui chevauchent sur 3 jours, là. Plus pratiquement le plus haut du jour d'avant. Donc là, c'est vraiment un super point. Donc voilà, donc c'est là qu'interviennent mes niveaux. Et 1564 que je viens de mettre là. Donc si je repasse ici, donc tu vois, voilà, mon niveau s'est mis là sur mon graphe directement. Et en fin de compte, c'est vrai, tu vois, si je l'avais vu avant, bah, tu vois qu'il a quand même bien fonctionné. Ici, il tombait la zone de valeur basse ici. Donc c'était voilà, c'est un niveau qui est pas mal. Donc là, si par exemple on remontait à ce niveau-là, au niveau du point pivot là, remonter à ce niveau-là, là ce serait un super point d'entrée. D'une, parce que j'ai le niveau qui est très pertinent pour moi, j'ai le point pivot, j'ai la zone de... Donc voilà, j'ai 1, 2, j'ai 3, j'ai 4 points d'appui. La SD4 qui est pas loin derrière, en haut, là, qui me protège au cas où, plus l'open. Voilà, donc j'ai forte pour continuer, pour remonter, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais voilà, donc c'est un bon point d'entrée, on va dire. Ok. Alors, Bah écoute, ouais, puisque là en plus j'ai pas trop d'opportunités de trade, donc c'est dommage, j'aurais bien voulu prendre un petit trade, mais bon, c'est pas très grave, hein, on verra bien demain, dans la semaine prochaine plutôt. Et c'est annoncé aujourd'hui pour l'instant, donc je peux même pas m'appuyer dessus, donc en tout cas pour l'instant, non, j'ai rien pour rentrer, on va dire sereinement. Voilà. Bah moi, comme je t'ai dit, comme tu sais, j'ai suivi ta formation. Je m'en sers pas directement parce que c'est pas dans mon approche de trading. Par contre, ça m'intéresse vraiment d'aller voir le market profile. Toi, ton approche, elle est au niveau de la gestion des gains et des pertes. Elle est vraiment très agressive, mais je pense qu'on peut en profiter de manière même plus souple. Avec des multiples take profit, en laissant plus courir, etc. Donc on n'est pas obligé d'avoir une approche vraiment de scalping, de trade de très rapide. Donc vraiment, je pense quoi qu'il arrive, c'est une approche complémentaire. D'entrée fondée, quoi, et déjà basée sur des échanges vérifiés, etc. Bon bref, en tout cas, je trouve que c'est intéressant et je conseille, pas de conseils à donner, mais Thierry, il a déjà expliqué ça largement, n'hésitez pas à suivre la formation, elle coûte 89 €, c'est composé de combien, 6 ou 7 vidéos je crois, et donc tout y est expliqué de manière assez simple, très claire pour la formation. Ouais, alors en fait, tu vois, juste un dernier point, je précise, après je vous fous la paix. Le trade que j'ai pris ce matin, en fait, si j'avais été moi dans ou si j'avais suivi ma méthode. Tu mets le lien, Fabien, hein, ça c'est le problème justement des fois qu'on peut avoir à pas suivre la méthode, même la sienne. Voilà. Là je serais rentré, donc comme je suis rentré avec 3 contrats, j'aurais sécurisé futur à 12,5 $, voilà, c'est 10 € du point. Si tu veux, voilà, il faut pas t'aviser à des pertes, surtout si tu as des commissions derrière. Donc il faut au moins sécuriser le trade, que le trade soit gagnant quoi qu'il arrive. J'aurais mis le deuxième certainement au niveau du POC, hein, si j'avais suivi, et le troisième minimum à la zone de valeur basse, donc ici, et là en l'occurrence et éventuellement en te laissant le loisir d'écarter, hein, mais là en l'occurrence comme ça remonté, je pense que voilà, le troisième TP il fallait le laisser faire et on prenait au moins cette partie de TP
et parce qu'ils pensent que ça peut descendre plus bas, et ben là, on aurait pu écarter, prendre toute la descente. Donc, c'est plus dans un... Là, on aurait... Avec cette méthode-là, si tu veux, tu peux vraiment... Alors, pas en swing, bien sûr, mais au moins en intraday, voilà, et tu peux te mettre sur des unités de temps plus longues et faire exactement la même chose. N'hésite pas à faire donner envie aux gens d'aller visiter ton site. Là, si tu as quelques mots à dire aux gens qui nous écoutent pour donner envie de rejoindre le site et dire un peu ce qu'ils peuvent y trouver. Ouais, alors je vais... Donc je vous montre juste vite fait comment il est, mais bon, il y a notre ami Côte d'Azur qui a fait une petite vidéo dessus, bon, même si elle est rapide sur le forum. Donc ça, c'est le forum privé. Il n'y a vraiment pas de problème. De toute façon, c'est enregistré, donc vous pourrez mettre sur pause après la vidéo pour voir un peu plus ce qu'il y a. Vous voyez que le forum est assez actif. Hein, on a 4 mois. Donc voilà, 185 sujets. Donc voilà, on est quand même assez actif. Le forum bouge bien. Donc ça, c'est le forum privé. Donc par contre, je voulais vous montrer que vous avez donc la formation, si ça vous intéresse, vous allez ici sur formation. Et hop, alors là, après, avec la connexion. Voilà, donc vous avez le module de formation ici. Donc tout est expliqué textuellement, en texto, enfin en écrit, pardon. Et vous avez une vidéo ici d'introduction que j'ai faite. Vous avez l'accès ici si vous le souhaitez. Donc ça, c'est l'information. Vous avez l'indicateur ici. Alors pour ceux qui utilisent Sierra, honnêtement, je vous le recommande. Vous pouvez l'avoir 15 jours en essai gratuit. Donc vous faites la demande à JP, hein, celui qui l'a fait. Vous avez tout à l'intérieur de l'indicateur. Je vais voir si ça traîne pas trop pour ouvrir la page. Voilà, c'est bon. Donc indicateur de divergence, vous avez des graphes qui vous montrent ce que j'avais mis. Et en fin de compte, vous cliquez ici et vous allez directement son mail, vous lui faites la demande, il vous envoie l'indicateur avec un mot de passe qui dure 15 jours. Voilà, comme ça vous n'êtes pas embêté, vous pouvez tester. Et dans les forums, donc j'ai mis en place un forum public, si ça vous intéresse. Donc, tac, voilà, ici. Alors, attendez, hop. Je sais même plus mon mot de passe. Bien. Allez. Ok, allez, index du forum. Voilà, donc j'ai créé un forum public ici. Je pense que dans un avenir, on va dire plus ou moins, on va dire à moyen terme, allez, je pense que même le forum privé va venir dessus, parce qu'en fin de compte, je m'embête beaucoup moins pour l'instant, même si je connais pas très bien PHPBB, mais voilà, j'arrive à faire à peu près ce que je veux assez rapidement. Donc j'ai mis des sections, donc si vous avez envie, vous venez vous inscrire. Il n'y a aucun souci. Et puis, pour l'instant, je suis tout seul. Hein. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Je ne vous dis pas qu'il y aura autant de... Je mettrai peut-être pas autant de services à votre disposition que sur le forum privé, mais bon, c'est un peu normal. Mais par contre, si vous avez des questions, j'y répondrai sans aucun souci. Je posterai quelques graphes. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez aussi, si ça vous dit... et alors, allez... Par contre, il faut que je règle ça, on ne peut pas revenir en arrière. Ici, n'hésitez pas si vous voulez la newsletter. Ah bah ça, c'est original. Pourquoi ça me marque ça? Bon, c'est pas grave. Donc, vous cliquez ici sur souscrire, vous avez une petite fenêtre qui arrive. Et vous mettez juste votre mail et votre nom. Hein. Vous cliquez vous abonner, au moins vous serez au courant de ce qui se passe. Sur le site et puis voilà, ça peut toujours vous faire une info supplémentaire. Voilà. Ok, merci Thierry, je laisse le lien pour ceux qui s'intéressent sur le chat écrit, donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique à 16h, donc chaque mercredi. Il n'y a pas de souci. Merci Thierry, ciao. Allez, bonne journée à tous, bye bye. Voilà, donc je sais pas ce que vous avez pensé de Thierry, je trouve assez intéressant. Je précise que j'ai rien à voir avec sa formation, hein, j'ai pas d'intérêt à la mettre en avant. Et ce que je peux en dire, la formation à 89 €, c'est, elle est courte et concise. Elle explique bien ce qui se passe. Après, c'est pas non plus
c'est vraiment pour prendre ces marques. Après, il y a déjà énormément de contenu en fait sur son site. Donc, si on veut développer davantage, une fois qu'on a suivi la formation, c'est pour avoir les bases, on peut se rendre sur son site, visiter, etc. En tout cas, le savoir qu'il a et sa manière d'étudier le marché est intéressante, est fondée, et les points d'entrée sont cohérents. Alors après, chacun de gérer son trade. Lui, il arrive à s'en sortir en tradant à très court terme. Moi, ce serait pas vraiment mon approche. Voilà ce que j'ai à dire. Donc, je vous ai mis le lien tradingmarketprofile.com sur le chat écrit. Ouais, excuse-moi, il y a quelqu'un qui a posé une question tout à l'heure là par rapport à... Quelqu'un qui demandait le lien, c'est ça? Bon, je sais plus qui c'est qui demandait le lien par rapport aux formations, je crois, ou en tout cas au site de Thierry qu'on vient de recevoir. Je vous ai mis le lien sur le Mumble également. Alors moi, toujours un biais vendeur sur le DAX, on est passé positif. Ouais, Fabien, c'est moi, ouais. Si tu peux mettre le lien, c'est parfait. Avec 69 € là de profit, des vendeurs qui mettent de la pression. Moi, j'ai rechargé à plusieurs reprises là, quand on a corrigé, et je continuerai à recharger au fur et à mesure. 16h39, donc ensuite, si on... Vers 18h30, 19h, comme d'habitude, enfin entre 18h et 19h, je prendrai je couperai une partie des positions et je serai couvrir celles qui ont été prises au meilleur prix. Donc là, en tout cas, bon après-midi pour le moment, avec une phase de correction significative, un gain en cours de 85 €. Donc on va voir ce que ça donne, une équité à 2098 €. Sur les marchés américains, on est plutôt en baisse également, attention. On est en contact avec une zone qu'on avait déjà testée ce matin, qu'on n'est pas parvenu à franchir, qui était les 14 593. On va voir ce que ça donne cet après-midi. La pression est donc clairement vendeuse sur l'après-midi. Sur le S&P également, on a un bel engouement baissier ici en M15. Je viens d'appeler FXCM, là, ils m'ont passé un ordre que j'avais pas demandé, automatiquement. Ah, ça me paraît bizarre. T'es sûr qu'il n'y avait pas un ordre en attente que tu avais laissé ou quelque chose comme ça? Non, 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 et j'ai eu une femme au téléphone, elle m'a fait merci de nous avoir appelé, parce que effectivement, apparemment, cet ordre, il y a un problème, donc ils vont ouvrir un audit sur le litige. D'accord, et donc ça t'a amené une perte, ce trade? Non, j'ai fait un profit j'ai clôturé de suite en profit, mais c'est vrai que j'aurais pas été derrière le PC, j'aurais eu les boules. Hein. Donc t'avais rien demandé, il y a un trade qui s'est ouvert tout seul, c'est ça que tu dis? Ouais, c'est ça. C'est incroyable ça. Et c'était sur quelle paire? USD Japan. C'est incroyable ça. Ouais, ouais, et puis elle m'a dit, je vérifie, parce que je lui demandais au début des explications, tu sais, concernant le trade qui avait été ouvert. Elle m'a fait, ah oui, effectivement, normalement ce trade aurait pas dû passer, je comprends pas. Et là, ils vont faire un audit. Et imagine, j'aurais pas été derrière le PC, quoi. Ah oui, c'est n'importe quoi. Bah, de toute façon, t'aurais demandé le remboursement. Hein. Ça, c'est... Et de toute façon, je pense qu'ils t'auraient remboursé. Ils sont pas non plus... Voilà, FXM, c'est pas des escrocs. Ils ont leur bureau à Paris, etc. Ils t'auront remboursé, ça c'est clair et net. Mais c'est pas rassurant, c'est clair de voir ça. C'est clair que c'est pas rassurant du tout, quoi. Enfin, j'ai fait un profit, tant mieux, quoi. Bah, j'espère même que tu vas avoir une compensation supplémentaire. Hein, hein? J'espère même qu'ils vont te filer une compensation supplémentaire. Ouais. Ce sera un geste commercial cohérent. Ouais, ouais, ouais. Bon, je reviens dans 2 petites secondes parce qu'il faut que je coupe l'émission et que je la remette pour être sûr que ça enregistre bien l'interview que je viens de faire de Thierry. Enfin, moi je vais rester sur le Mumble, mais c'est juste pour ceux qui écoutent l'émission là. Je coupe et je reviens.